Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 3 avril 2022. Alors j'écrivais aujourd'hui sur l'une des plateformes bien connues que j'avais de la difficulté justement à écrire tant ce qui se joue en Ukraine m'horripile, me blesse profondément. Heureusement, certains commentaires explicatifs sur le Donbass et du rôle des Américains ou de l'OTAN dans cette monstruosité, ces commentaires semblent, d'une certaine manière, en voie de disparition devant l'horreur, devant l'horreur des exactions commises par les soldats russes. Euh, voilà, je n'arrive pas à écrire. C'est pas si grave. Une ligne de plus, une ligne de moins. Et le monde peut très bien se passer de ma prose et ils peuvent même se passer également de mes capsules vidéo. Mais ce soir, je vais vous lire, tiré de ceci, le magazine littéraire de juin 1995, des lettres inédites du philosophe Vladimir Jankélévitch. Pour mémoire, je ne vais pas vous parler de Jankélévitch, je vais simplement vous lire les deux lettres. Et je vais rappeler qu'il était le philosophe préféré du regretté Serge Bouchard, anthropologue et animateur radio à Radio-Canada, également auteur, écrivain. Et Serge Bouchard avait lu 60 fois, si ma mémoire est bonne, la mort de Jankélévitch. 60 fois. Je ne sais ce que ça peut représenter pour un cerveau de lire 60 fois le même texte. Alors dire qu'il s'en... En fait, en tout cas, il est allé chercher quelque chose là. Sans doute après 60 fois, il y a quelque chose se produit dans le cerveau. Sans doute. Et je remercie Yvon d'Anjou qui m'a envoyé un gentil commentaire hier, me disant que j'étais un scribe moderne de l'antique lectio des moines et qu'il m'écoutait comme une sorte de méditation. Alors, voilà. Au début de 1980, lors d'une émission du Masque et la Plume animée par François-Régis Bastide, Vladimir Jankélévitch déclarait à propos des Allemands: ils ont tué 6 millions de Juifs, mais ils dorment bien, ils mangent bien, et le marque se porte bien. Terrible phrase d'un philosophe qui persistait dans son refus de pardonner aux responsables de la Shoah et qui avait décidé de bannir à jamais l'Allemagne de sa vie. Au mois de juin de cette même année, un jeune Allemand, Villard Ravling, décida pourtant d'obtenir ce pardon. Suite à l'intervention de Jankélévitch au Masque et la Plume, il lui écrivit une longue lettre au bon soin de François-Régis Bastide. Il exprimait combien il souffrait de son pays, ne niait rien des abominations du passé et suppliait le philosophe de venir lui rendre visite. Contre toute attente, Jankélévitch répondit à Villard Ravling, l'invitant à venir lui rendre visite à Paris. Cette correspondance, pour la première fois publiée, ouvre et referme une blessure que l'on croyait inguérissable, d'où son intérêt exceptionnel. Lettre de Villard Ravling, juin 1980. Cher Monsieur Jankélévitch, ils ont tué 6 millions de Juifs, mais ils dorment bien. Ils mangent bien et le marque se porte bien.
Moi, je n'ai pas tué de juifs. Que je sois né allemand, ce n'est pas ma faute, ni mon mérite. On ne m'en a pas demandé permission. Je suis tout à fait innocent des crimes nazis. Mais cela ne me console guère. Je n'ai pas la conscience tranquille. J'ai une mauvaise conscience et j'éprouve un mélange de honte, de pitié, de résignation, de tristesse, d'incrédulité, de révolte. Je ne dors pas bien. Souvent je reste éveillé la nuit et je réfléchis et j'imagine. J'ai des cauchemars dont je ne peux pas me débarrasser. Je pense à Anne Frank, à Auschwitz et à la Todesfuge et à Nuit et brouillard. Je me rappelle exactement la nuit où j'ai vu Nuit et brouillard. Quelqu'un m'avait signalé qu'on donnerait le film à la télévision. J'ai voulu le voir. Mais il ne fallait rien dire à mes parents, parce que c'était trop tard pour un lycéen qui devait se lever de bonne heure dans toute la fraîcheur du corps et de l'esprit. Quand mes parents s'étaient couchés, je me suis relevé clandestinement, le cœur battant. Quand je suis passé devant leur porte, mon père ronflait comme d'habitude et ma mère dormait paisiblement sans doute. Et moi, j'ai allumé la télévision et j'ai mis le son tout bas pour ne déranger personne. Et je fus le témoin de cette nuit de l'humanité. Je vis ces montagnes de cadavres, ce mélange absurde et obscène de chair, de boue, d'os, d'excréments, de cheveux. Je vis ces cadavres entrelacés dans un commun destin, poussés dans le fossé par un bulldozer, impassible, dans l'étreinte secouée de la mort. Et tout se passait sous les yeux encore plus impassibles de mes compatriotes en uniforme qui, selon toute apparence, ne furent pas attendris même par le plus petit des corps. Ces choses inanimées avaient été des êtres humains mis au monde par des mères, des êtres humains pleins d'espoir et de crainte, de joie et de tristesse, et pleins de talent. Combien de talent! Et après, je me suis recouché dans un état peu préparé au sommeil. Quand je suis passé par la porte de mes parents, mon père ronflait toujours, et ma mère dormait toujours paisiblement sans doute. Et je fus seul toute la nuit, seul avec les impressions que je ne pouvais pas digérer. J'étais dans un âge impressionnable, qui n'a pas encore beaucoup de défense intellectuelle, qui n'a pas encore les callosités du cœur indispensables pour l'âge adulte. Et Dieu était mort définitivement. Je n'ai jamais parlé de cette nuit à mes parents, ni à personne. C'est sans doute pourquoi elle ne m'a plus jamais relâché. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Tout le monde comprend que la victime se plaigne et le fils de la victime. Mais le fils du bourreau. Comment jamais venir à bout d'Auschwitz? Comment surmonter ces montagnes? Comment combler ces fossés? Comment éteindre ces fours? Comment disperser cette puanteur? Comment calmer ces gémissements? Comment calmer ces cris de désespoir? Il y en a chez nous qui ont trop vite oublié. Il y a parmi nous encore beaucoup de coupables qui vont bien. Je mange bien, merci, quand ma femme est en forme.
et surtout quand je suis en France. Je n'ai pas de difficultés financières. Je gagne plus que mes collègues français, polonais, russes et israéliens. Mais je souffre de mon pays, redevenu en apparence si fort et si plein d'assurance. Je souffre de mon pays qui est en réalité plein de complexes et d'incertitudes, qui cherche sa place et son identité, qui est plein de coupables et d'innocents, d'arrogants et d'humbles, d'opportunistes et de gens engagés, et de jeunes ingénus qui portent la lourde charge que l'histoire leur a mis sur le dos. Ils ont besoin de la sympathie et de l'aide des autres peuples. Un Français peut souffrir de la majorité ou de l'opposition, ou des patrons et des syndicats. Mais est-ce qu'il peut souffrir de la France? Moi, je souffre de l'Allemagne, bien que je ne sache même pas ce que c'est exactement l'Allemagne. C'est une plaie dans mon cœur qui ne se ferme pas. Quelqu'un a dit que sans les nazis, ce siècle aurait pu être le siècle de l'Allemagne, au sens positif. Mes parents n'ont pas tué de juifs. Ils ne dorment pas toujours bien. Ma mère est souffrante. Mon père s'endort vite et profondément, mais il ne peut pas dormir longtemps. Il se lève toujours très tôt. Il est revenu mutilé de Russie, et son corps lui fait toujours mal, depuis bientôt 40 ans. Ce fut déjà en 1941 qu'un soldat anonyme de Russie lui fracassa la hanche. Donc je peux être certain qu'il n'a pas participé à Auschwitz, à Babi Yar, à Varsovie. Peut-être, ou même probablement, il a tué quelques soldats russes. C'était normal pour le dire cyniquement. Mon père porte son douloureux souvenir toujours avec lui. Il ne se plaint jamais. Est-ce que son cœur est aussi atteint? Est-ce que son âme est aussi mutilée? Je n'ose pas y regarder de trop près. Lui, il n'aime pas parler de ce temps-là. Mes parents n'ont pas voté pour Hitler avant 1933. Mais après ses grands succès, ils se sont convertis. Convertis à cet homme qui pourtant avait des cornes plein le visage et sentait le soufre de loin, et n'était guère parfumé ni plein de distinction. Même dans leur région rurale, ils ont dû remarquer que les Juifs disparaissaient un peu partout. Beaucoup partout. Cela n'a pas dû les troubler outre mesure. Je ne les méprise pas. Est-ce que moi, à leur place, je n'aurais pas agi comme eux? Cette question m'inquiète, et je n'ose pas y donner une réponse rapide et négative. Responsable ou innocent résultat? Est-ce que je les aime? Est-ce que j'ai le droit de les aimer? Peut-être moi aussi, dans un certain sens, j'ai perdu mes parents et mon pays. Pendant toute mon enfance, pendant toute ma jeunesse, mon père claudiquant m'a rappelé chaque jour que nous avions été du mauvais côté. Nous. Mes parents mangent assez, merci, même trop, mais pas très bien à mon goût. C'est à cause d'un manque de culture culinaire. Leur pension est assurée et assez élevée. Ils ont plus de moyens que de besoins. L'autre jour, un ancien camarade de classe de mon père, un juif, qui avait émigré aux États-Unis, lui a rendu visite. Au dire de mon père, ils se sont très bien entendus.
est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est normal? Mes grands-parents n'ont pas tué de juifs, eux non plus. Ils étaient toujours contre les nazis, même pendant leur époque glorieuse. Mais ils ne se sont pas distingués comme résistants. À vrai dire, ils n'ont pas beaucoup résisté. L'individu ne peut pas faire grand-chose en politique. Ils n'ont pas assassiné Hitler. Ils ont passé leur temps à travailler et à espérer pour le mieux. Mais qui s'intéressera à mes grands-parents? Ils n'ont rien fait d'important, ni de bien, ni de mal. Avec eux, on ne peut rien prouver. Mes enfants ne connaissent pas de juifs. Dans notre région, il n'y en a presque plus. Mes enfants dorment bien, merci. À moins qu'ils n'aient la grippe ou qu'une dent ne leur fasse mal. C'est tout comme chez les petits Français, ou Polonais, ou Russes, ou Israéliens. Qu'ils soient nés Allemands, cela ne leur pose pas encore de problème. Pas encore. Ce n'est pas leur faute, mais la mienne et celle de ma femme. Mes enfants peuvent manger bien et beaucoup s'ils le veulent. Mais ils ne le veulent pas toujours. Mon garçon mange comme un moineau. Les autres, ça va mieux. J'espère qu'ils auront toujours assez à manger. Et j'espère que leur marque, se portera toujours bien, tout comme le franc et le zloty. Mais bien sûr, mes vœux ne changeront guère le cours de l'histoire. Mes 3 enfants sont blonds, blond germanique, blond Brigitte Bardot. Je leur parle d'Anne Frank. Je leur parlerai de Nuit et brouillard. Je leur parlerai de notre histoire pas très réussie. Je leur parlerai du mal que des Allemands ont infligé à tant de gens et de peuples. Je leur parlerai de notre lourd héritage, qui est aussi le leur. J'essayerai de les informer, de les intéresser, d'éveiller leur sympathie pour ceux qui ont souffert et pour ceux qui souffrent encore. Je chercherai à éviter de leur léguer mes cauchemars et ma mauvaise conscience, ce qui ne sera pas très facile. Ils vont apprendre des langues étrangères. Ma fille aînée apprend déjà l'anglais et le français. Ils vont voyager en étranger et faire la connaissance de gens de tous les pays. Je suis sûr qu'ils ne vont pas avoir beaucoup de préjugés. J'espère qu'ils ne vont pas avoir trop de complexes. Si jamais, cher monsieur Jankélévitch, vous passez par ici, sonnez à notre porte et entrez. Vous serez le bienvenu. Et soyez rassurés, mes parents ne seront pas là. On ne vous parlera ni de Hegel, ni de Nietzsche, ni de Jaspers, ni de Heidegger, ni de tous les autres maîtres penseurs teutoniques. Je vous interrogerai sur Descartes et sur Sartre. J'aime la musique de Schubert et de Schumann, mais je mettrai un disque de Chopin, ou si vous le préférez, de Fauré et de Debussy. Je suis sûr que vous ne serez pas fâchés si ma fille aînée joue du Schumann sur le piano et les petits chantent des chansons allemandes. Soit dit en passant, j'admire et je respecte Rubinstein, j'aime Menuhin. On vous fera grâce de notre choucroute et de notre bière. On vous préparera une quiche lorraine ou une soupe russe. On vous donnera du vin français. Si vous ne pouvez pas dormir sous nos édredons,
On va vous donner une couverture aussi française que possible. Si un matin vous êtes réveillé par une voix allemande, ce ne sera que mon fils qui jouera avec son train électrique. Peut-être, s'il fait beau, vous allez faire une petite promenade avec nos enfants, et si la plus petite trébuche ou tombe, vous allez la relever. Et elle vous sourira avec ses jolis yeux bleus. Et peut-être, vous allez lui caresser ses jolis cheveux blonds. Je vous prie de croire, cher monsieur Jankélévitch, à l'assurance de mes sentiments respectueux. Lettre de Vladimir Jankélévitch du 5 juillet 1980. Cher monsieur, je suis ému par votre lettre. J'ai attendu cette lettre pendant 35 ans. Je veux dire une lettre dans laquelle l'abomination est pleinement assumée et par quelqu'un qui n'y est pour rien. C'est la première fois que je reçois une lettre d'Allemand. Une lettre qui ne soit pas une lettre d'auto-justification, plus ou moins déguisée. Apparemment, les philosophes allemands, mes collègues, si j'ose employer ce terme, n'avaient rien à me dire, rien à expliquer. Leur bonne conscience était imperturbable. Et de fait, il n'y a plus rien à dire dans cette horrible chose. Je n'ai donc pas eu de grand effort à faire pour m'abstenir de tout rapport avec ces éminents métaphysiciens. Vous seul, vous le premier, et sans doute le dernier, avez trouvé les mots nécessaires en dehors des rabotages politiques et de pieuses formules toutes faites. Il est rare que la générosité, que la spontanéité, qu'une vive sensibilité ne trouvent pas leur langage dans les mots dont on se sert. Et c'est votre cas. Cela ne trompe pas. Merci. Non, je n'irai pas vous voir en Allemagne. Je n'irai pas jusque-là. Je suis trop vieux pour inaugurer cette ère nouvelle. Car c'est tout de même pour moi une ère nouvelle. Trop longtemps attendue. Mais vous qui êtes jeune, vous n'avez pas les mêmes raisons que moi. Vous n'avez pas cette barrière infranchissable à franchir. À mon tour de vous dire, quand vous viendrez à Paris, comme tout le monde, sonnez chez moi, 1 quai aux Fleurs, près de Notre-Dame. Vous serez reçu avec émotion et gratitude comme le messager du printemps. J'espère que ma fille, 26 ans, sera là. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur l'horreur sans nom. Mais elle est de son temps, et elle n'a pas connu l'accablement. Son mari est comme elle. Nous faisons tous le même métier, tous trois professeurs de philosophie. Nous ne parlerons pas de l'horreur. Nous nous mettrons au piano. Il y en a 3. 2 grands pour moi, 1 pour ma Sophie. À vous, en toute sympathie. J'ai accepté l'invitation exprimée dans la lettre. Lors de mon prochain séjour à Paris, en avril 1981, j'ai rendu visite à Vladimir Jankélévitch, dans son appartement quai aux Fleurs, devant, derrière, sous et parmi un tas de livres, de manuscrits, de partitions et d'images de musiciens. On s'est entretenu pendant toute une après-midi de toutes sortes de questions et de thèmes,
nos familles, nos métiers, des auteurs, des musiciens, la philosophie morale, la politique, etc. Mais le thème qui m'intéressait particulièrement, ses rapports avec l'Allemagne et la culture allemande, le temps de l'occupation, il les évitait systématiquement. Il répondait à peine et visiblement à contre-cœur à mes questions, se rapportant à ces thèmes. Si j'avais insisté, j'aurais fait preuve d'un manque de politesse. D'abord, nous étions tous les deux un peu mal à l'aise et tendus. Mais très vite, la glace a été brisée et l'atmosphère s'est détendue. La femme de Vladimir Jankélévitch nous a apporté du thé, dans des verres à la manière russe, et du gâteau. À la fin, après plusieurs heures, l'ambiance était tout à fait décontractée et amicale. On a même ri ensemble. Quand je l'ai quitté, il m'a dit que la prochaine fois, je devais amener ma femme. Mais ça a été ma première et ma dernière visite chez Vladimir Jankélévitch. Pendant les dernières années de sa vie, on s'est régulièrement écrit des lettres, une ou deux lettres par an, et des lettres très courtes, souvent guère plus que des échanges de politesse. À peu près 6 mois après ma visite, je lui ai demandé une de mes lettres de me parler de ses souffrances pendant l'occupation allemande. Ça a été mon dernier effort de le faire parler de ces choses-là. Sa réaction à ma demande était la suivante. Elle en dit long sur bien des aspects de sa situation à la fin de sa vie. Je n'ai en effet aucune envie de remâcher une fois de plus mes griefs. Ce serait une désolante nouvelle année. J'en parlerai encore une fois à la demande des éditions du Seuil dans mon prochain livre qui sera le dernier. Puis, je n'en parlerai plus. Et d'ailleurs, je n'existerai plus. À quoi bon insister? Et pourquoi écrire toutes ces choses? La moitié du genre humain est composée de sourds. Je revisserai soigneusement mon stylo et le passerai à ma fille, qui sera certainement plus écoutée que moi. Bonne année, Vladimir Jankélévitch. C'est absolument admirable. Hein? C'est absolument admirable. C'est, en tout cas pour moi, c'est pas la première fois que je lis, que je relis ce court échange de lettres. J'en suis à chaque fois remué, bouleversé. Chacun d'entre nous avons fait cette expérience du film de Jean Quérol et Alain René, Nuit et brouillard, film que nous avons tous vu à l'adolescence, film qui a marqué nos consciences. Et de lire sous la plume de cet Allemand quadragénaire, sans doute, car il a de jeunes enfants, ça demeure bouleversant. Et aujourd'hui, j'ai entendu ou j'ai lu, car je ne parle pas ukrainien, ni ne lis l'ukrainien, que Zelensky ne jugeait, je cite de mémoire, mais c'était le fond de l'affaire, qu'il jugeait amoral de rendre responsable le peuple russe des exactions commises par Poutine. J'ai trouvé que cette phrase, au milieu des massacres innombrables, innommables, j'ai trouvé que cette phrase avait une grandeur inouïe, d'une grandeur exceptionnelle, et d'une extrême bonté doublée d'une extrême sagacité.
il en faut une certaine grandeur pour admettre qu'un peuple puisse être non pas tenu responsable des atrocités qui sont commises en son nom. Surtout quand on sait que le potentat, le maître des gremlins, du gremlin, exerce une censure impitoyable et sans appel sur les citoyens dont il a, semble-t-il, charge d'armes. J'ai lu aussi sur le site sur la page d'un commentateur que j'apprécie infiniment. Je ne le nommerai pas ici. Je relais régulièrement ses commentaires sur ma plateforme personnelle, jugeant qu'il est un témoin au-dessus de tout soupçon, parlant et écrivant la langue russe, étant un traducteur des plus importantes œuvres littéraires russes. Mais il a dit deux choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Que le nous était toujours meurtrier et que le nous était toujours porteur de haine et que tous les nationalismes, toutes les formes de nationalisme étaient également meurtriers. Eh bien, si le peuple ukrainien résiste à cette agression de Vladimir Poutine, c'est bien parce qu'il s'est forgé un nous dans le sang. Il y a un nous qui s'est mis en mouvement. Il y a un nous qui réussit à faire corps contre les agressions. Et le nationalisme qui fédère ce peuple martyrisé, eh bien, n'est pas meurtrier. C'est un nationalisme nécessaire de survie. Et les petites nations, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas avoir de visée impérialiste. Elles veulent simplement se maintenir en l'état, dans leur langue, dans leur culture, dans leur histoire. Je comprends sans peine que les Européens, ayant été marqués au fer rouge par ce nationalisme sanglant, ce nationalisme de prédation, je comprends toutes les réserves que sont les leurs face à un phénomène qu'ils jugent meurtrier. Mais il n'en est pas de même pour les nations de petite taille qui luttent vaillamment, sans agressivité, sans violence même, pour se maintenir et même parfois accepter des modifications, accepter d'être transformés, voire même bonifiés dans leur ethos par d'autres gens venant de d'autres horizons. Mais pour ce qui est de la base commune, la langue, le territoire, l'histoire, les petites nations ne doivent pas céder sur cette question du nationalisme. Je dirais même qu'il en va de la diversité planétaire. Les Québécois, par exemple, qui est un peuple minoritaire, un petit peuple minoritaire avec un passé douloureux qu'ils ont, semble-t-il, oublié, n'ont pas ce type de nationalisme qui fait qu'ils auront envie de conquérir des nouveaux territoires ou de soumettre à leurs bottes des peuples voisins, jugés hostiles. Ils n'ont pas en eux cette violence d'agression. Ils ont en eux le désir de survivance
Et tant mieux s'ils n'ont pas à subir l'oppression violente d'autocrates tels que Poutine. Tant mieux. Mais ils n'ont pas à rougir de leur nationalisme. Et non, le nous n'est pas toujours porteur de mort. Je n'ai pas eu envie d'aller écrire mon commentaire sur la page de cet intellectuel que j'estime plus que tout. Mais j'ai été étonné de lire sous sa plume qu'il ne voyait pas qu'au fond, d'une certaine manière, de manière atroce, Poutine était en train de faire naître un nous. Un nous dans le sang, un nous dans les larmes, un nous dans la peur, un nous dans l'héroïsme. Et que ce nous-là n'était pas un nous meurtrier. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.